Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Math. Aujourd'hui, nous allons recevoir un psychiatre. C'est la première fois qu'on reçoit un médecin et notamment un psychiatre dans le podcast Math. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur David Masson. Bonjour docteur. Bonjour Matt. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir sur le plateau de Math. Alors, vous exercez un métier qui est connu ou pas, finalement, des gens. Vous êtes aujourd'hui praticien au centre psychiatrique de Nancy. On va voir qu'effectivement, vous n'êtes pas forcément originaire de Nancy, mais en tout cas, vous y avez pris goût et par amour, certainement, vous y êtes resté. Et on va revenir un petit peu sur votre parcours qui est atypique, puisqu'aujourd'hui, vous êtes lancé sur les réseaux sociaux aussi. Vous venez un petit peu parler de la psychiatrie, la déstigmatiser, essayer de montrer un petit peu au grand public voilà, ce que c'est que la psychiatrie, pourquoi, comment. Et on va revenir un petit peu là-dessus. Alors, votre parcours, vous avez fait, j'imagine, médecine, comme Oui. tout le monde, en tout cas, qui veut être médecin. Et puis après, se pose cette question de la spécialité, à partir de l'internat, je crois, ou juste avant. Disons qu'on découvre les spécialités au cours de l'externat, on va faire des stages et on commence à goûter à différentes je dirais spécialités médicales, sachant que c'est assez vaste. Et on commence à voir qu'est-ce qui pourrait intéresser. Et j'ai vu assez rapidement tout ce que je ne voulais pas faire. Et vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ou c'est à travers les stages C'est au travers les stages. En fait, j'ai découvert la psychiatrie au travers de la pédopsychiatrie ici à l'hôpital central, à l'hôpital d'enfants à Nancy au CHU à Vendeuvre, avec des médecins passionnés par leur métier. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'aspect à la fois de rencontre avec le patient, mais avec une temporalité complètement différente des urgences ou de la réanimation par exemple, et surtout une exploration à la fois médicale et à la fois contextuelle, c'est-à-dire la personne, ce qu'elle vit, dans quel environnement elle vit et comment elle évolue dedans. Et je trouvais que cette dimension globale de cette là m'a extrêmement intéressé, et puis surtout que ça apportait beaucoup aux gens qu'on voyait, donc je me suis dit ouais, ça vaut le coup. Donc vous avez choisi après, petit à petit, de vous orienter vers la psychiatrie. C'est combien de temps d'études, cette spécialisation-là ? Oula, à mon époque c'était 10 ans, maintenant c'est 11 ans. Donc c'est 6 ans de cursus général et 5 ans de spécialisation. Et donc après la spécialisation, ça se passe à travers des stages, à travers l'internat ? En psychiatrie. En psychiatrie, et donc là vous êtes plongé effectivement au cœur de la psychiatrie, j'imagine, à travers différents stages que vous avez dû faire aux urgences psychiatriques, au CPN, etc. Oui, et puis dans la région aussi, sur la région Lorraine. Ouais. Alors vous n'étiez pas nancéen à la base, on le disait un petit peu en préambule de cette émission, vous étiez de Metz, notre ville voisine avec laquelle il y a des petites rivalités plutôt sportives. Sur le reste, normalement, on arrive à s'entendre. Alors qu'est-ce qui fait que vous êtes resté à Nancy, que vous n'êtes pas reparti à Metz ? Parce que je tombe amoureux de la ville. C'est une ville où il fait bon vivre, où j'y ai trouvé mes marques. Et puis j'ai rencontré mon épouse et on s'est installé et on a fait le choix de rester. Donc, souvent, très content de rester. Par amour aussi, c'est vrai. Vous avez donc, vous le disiez, choisi la psychiatrie à travers des stages que vous avez faits. Si vous deviez aujourd'hui parler de ce métier-là de psychiatre, si vous deviez un peu expliquer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs qui connaissent vaguement ce qu'est un psychiatre. Moi, comme je vous le disais, quand on a préparé cette interview, j'avais un grand-père qui était psychiatre. Il m'avait dit quand j'étais enfant, tu prends des douches, c'est ton hygiène corporelle. Et moi, un psychiatre, ça allait voir, c'est une hygiène mentale. Alors, est-ce qu'on peut schématiser ça un petit peu comme ça ? Oui, c'est ça. Ce que je disais à mes filles, c'est le psychiatre, c'est soigne les bobos de l'âme, quelque chose qui ne se voit pas forcément, qui peut faire aussi mal, mais aussi on a tout un tas de techniques et de moyens de soulager. Et ça, c'est important de le dire aussi. La psychiatrie, ça peut amener les gens à mieux vivre. Donc, on a une vraie utilité. Vous parliez de Nancy, vous êtes resté par amour, mais je crois qu'il y a aussi un lien avec la psychiatrie par rapport à Nancy. Ah oui, on ne sait pas forcément, mais effectivement, Nancy est une ville qui a sa place dans l'historique de la psychiatrie, puisqu'à la fin du 19e, figurez-vous qu'il y avait l'école de Nancy, qui était une école qui était tenue par deux médecins, Dr Liébaud et professeur Bernheim, qui étaient originaires de la région, et qui avait une école, en tout cas une philosophie autour de l'hypnose et de la suggestion, et qui était directement en rapport avec Paris, la Salpêtrière et Charcot, qui étaient très connus à l'époque. Et Nancy a directement influencé les travaux autour de la psychologie et de l'hypnose
après au cours du XXe siècle. Donc Nancy est une vraie place de la psychiatrie. D'accord, oui, c'est hyper intéressant parce que ça, pour le coup, je ne le savais pas. Ah oui, est-ce que vous saviez que Freud, d'ailleurs, est venu en 1889, justement, voir comment se déroulait l'hypnose non, bah vous l'apprenez. À Nancy. D'accord. Et est-ce qu'il existe, du coup, une tradition, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est particulier par rapport à la psychiatrie à Nancy, une tradition psychiatrique ? Alors, la tradition psychiatrique, elle est déjà sur l'historique dont je vous parlais. Elle est sur l'historique des lieux, parce qu'il y a aussi l'hôpital public, qui est aujourd'hui le centre psychothérapique de Nancy, qui était l'hôpital de Maréville auparavant, qui existe depuis 500 ans, en fait. Donc, on est sur une culture de l'accompagnement des personnes atteintes de maladies mentales depuis des centaines d'années finalement. Donc on s'inscrit complètement dans cette philosophie-là et aujourd'hui d'ailleurs est toujours porteur d'innovation dans les différentes techniques. Nancy est une ville dynamique par rapport aussi à la psychiatrie. Pour mieux comprendre un petit peu la psychiatrie, on parle souvent aujourd'hui, c'est d'ailleurs un enjeu majeur dans notre société, la santé mentale. La santé mentale, est-ce que c'est en rapport avec la psychiatrie ? Oui, alors souvent on mélange santé mentale et psychiatrie. Il faut comprendre la santé mentale, c'est une ressource qu'on a tous. On a tous une santé, comme on a tous une santé mentale. Et la santé mentale, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise en fonction des moments. Je compare souvent la santé mentale à un trajet en vélo, en fait. Et donc, il y a des moments, ça se passe bien, la route est dégagée, il fait beau, il y a du soleil, c'est nickel. Puis des fois, il y a des côtes, il pleut, il y a des obstacles sur la route. On connaît bien ça quand même ici. Voilà, vous êtes arrivé comme sous des trompes d'eau. Voilà, c'est ça. Mais ce qui n'empêche pas d'avancer. Puis des fois, on tombe, on se relève, on va traverser des moments de deuil, par exemple, de séparation, qui ne veulent pas dire que c'est quelque chose de pathologique, mais c'est quelque chose qu'on est tous amenés à vivre. Et puis des fois, on peut casser le matériel. Et là, on va tomber sur ce qu'on appelle les troubles psychiques, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'une intervention extérieure pour pouvoir se relever et avancer à nouveau. Et donc c'est ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait qualifier de la différence entre le mal-être, la souffrance psychique, et pour le coup après on a autre chose qui est les troubles psychiatriques. Donc là c'est vraiment des maladies, on peut parler effectivement de la bipolarité qui est une maladie, on peut parler de la schizophrénie, on peut parler même, je crois, sous votre contrôle, mais la dépression est une maladie aussi. La dépression est une maladie aussi, oui, tout à fait. Donc vous, quand on vient vous voir, est-ce qu'on peut venir vous voir sans être malade ? Alors, on peut venir me voir sans être malade et pour poser des questions s'il y a une maladie ou pas, mais tout n'a pas lieu d'être accompagné par la psychiatrie. Par exemple, la souffrance fait partie de la vie. C'est quand ça devient trop fort, trop important, gênant, que ça a un impact, que là, la psychiatrie peut avoir un rôle à jouer. Je vous donne un exemple, en anxiété, par exemple. Je suis un grand anxieux. Heureusement qu'on a de l'anxiété. L'anxiété, c'est ce qui permet d'anticiper les dangers et de pouvoir y réagir. Donc c'est un signal d'alarme. Et heureusement qu'il y a le signal d'alarme. Mais dans les troubles anxieux, c'est quand le signal d'alarme, il se déclenche n'importe comment, qu'il est trop fort, qu'il bloque les gens, qu'il les empêche de faire les choses. Et là, il faut qu'on intervienne. Ce n'est pas l'anxiété en elle-même, c'est le retentissement et le fait que ça devienne dysfonctionnel qu'il l'est. Et quand vous dites on intervient, c'est-à-dire qu'on intervient à travers des médicaments, obligatoirement, ou est-ce qu'on peut intervenir d'une autre manière ? Parce que souvent aussi, pour l'avoir entendu un petit peu, on a peur aussi parfois d'aller voir le psychiatre parce qu'on se dit forcément je vais repartir avec des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Est-ce qu'il y a aussi, j'imagine, d'autres manières de soigner ? Oui, et quand vous allez voir un psychiatre, vous ne sortez pas forcément avec une ordonnance, déjà, il faut le dire. C'est important de le dire. Ouais, faut le dire. Les psychotropes, c'est utile, c'est un outil, mais c'est comme tout outil, il faut l'utiliser avec parcimonie et dans un but particulier, pas n'importe comment, et c'est un outil parmi d'autres. Et il y a plein de dépressions, par exemple des dépressions d'intensité légère, on ne les soigne pas avec des médicaments, on va les soigner avec des psychothérapies, mais pas du tout avec des médicaments. Et est-ce qu'on a tous un petit peu ce cliché à travers les films, à travers ce qu'on a pu voir effectivement sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que quand on vient vous voir, on s'allonge sur le divan, vous êtes derrière et puis on parle ou on est face à face ? Comment ça se passe quand on ça peut se passer comme ça même. Hein. D'accord. Alors, j'ai pas d'aussi beau fauteuil. Donc, je suis en train de faire ma petite séance là finalement. Oui, voilà. Avec plaisir. Mais j'aimerais bien avoir un beau fauteuil comme ça, mais ça peut se dérouler aussi comme ça. C'est beaucoup de face à face et surtout de la découverte mutuelle, mais surtout en tant que médecin, psychiatre, on a besoin de comprendre ce qui arrive à la personne et qu'elle nous explique sa situation, ses problèmes, ses difficultés, ses souhaits. Il y a aussi souvent une représentation
on lit dans les esprits et on arrive à analyser. Alors, pas du tout. Pas Je du tout. ne sais pas du tout faire ça. Il faut que les gens m'expliquent ce qu'ils ont pour pouvoir les aider. Donc ça se passe évidemment quand on va voir un psychiatre, c'est pas comme, j'allais dire qu'on va voir un médecin généraliste, on va au nez, on sort avec une ordonnance, on est soigné entre guillemets. Vous, j'imagine qu'il y a un travail de fond avec plusieurs consultations. On vient vous voir une première fois pour effectivement vous exposer un petit peu les faits, et puis après se met en place doucement, une psychothérapie, en tout cas une série d'entretiens et de consultations avec vous pour essayer un petit peu de parler et de pouvoir extérioriser tout ça. Alors, pas forcément extérioriser, c'est aussi pouvoir cibler, se mettre d'accord sur un ou des problèmes à traiter ensemble, et puis après mettre un plan de soins, on va utiliser telle ou telle technique pour pouvoir accompagner tel ou tel objectif. L'idée, c'est pas forcément tout prendre, mais de bien cibler ce qu'on fait. Pareil, toujours un petit peu dans l'idée de la stigmatisation, que vous essayez un petit peu de déstigmatiser à travers vos réseaux sociaux, on en parlera après. Quand vous recevez un patient, comment vous faites pour vous souvenir de toutes les histoires? Je veux dire, vous envoyez combien des patients par jour? Un paquet? Un certain nombre. Parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui notent, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui ne parlent pas. Parfois, on ressort du psy, on se dit je ne comprends pas, il ne m'a pas répondu, il ne m'a rien dit. Est-ce que ça veut dire que ça vous ennuie, que ça ne vous intéresse pas ou pas du tout? Non, parce que j'aime bien faire, c'est prendre des notes. Mais, parce que, surtout pour ne pas oublier. C'est ça, voilà. Mais je l'explique aussi clairement que ça. Il n'y a pas forcément de sens caché au fait que je prenne des notes. C'est surtout, dis telle chose, je les consigne pour le dossier, etc. Qui permet aussi de les récupérer pour la fois d'après. Voilà, ça c'est ma méthode. Mais Et quand un patient vous parle, vous répondez, vous acquiescez, vous analysez, comment ça se passe? C'est une forme de conversation en fait. Donc l'idée est de créer un canal de communication. Déjà, il faut que les gens se sentent en confiance pour aussi des fois livrer des choses relativement intimes. C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Et puis après, on va aller explorer ensemble différents points sur des questions généralement plutôt ouvertes pour essayer de comprendre toujours ce que vit la personne en face. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement le vécu de la personne sur telle ou telle situation, son avis, comment il le comprend et comment il souhaite pouvoir évoluer dans ces dimensions-là. Et je vais l'accompagner là-dedans. Et vous êtes évidemment soumis au secret médical. Évidemment. Donc ça veut dire que demain, vous avez quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit j'ai tué quelqu'un, vous ne pouvez pas le dire. Est-ce qu'il y a un cas de conscience qui se pose Alors, il y a quand même des points qui peuvent faire lever le secret médical. D'accord. Mais clairement, sur des points exceptionnels comme le vôtre, ça se discute évidemment. Mais il y a évidemment, la plupart du temps, l'immense majorité des cas, on est tenu au secret. Et même quand le patient demande, la demande du patient ne nous permet pas de lever le secret. D'accord. Donc le patient peut dire, moi, vous pouvez en parler, non. Vous êtes quand même tenu à ce serment-là que vous avez fait quand toujours. Vous avez serment d'Hippocrate, j'imagine? Même pas. C'est encore autre chose. C'est le secret médical. C'est vraiment le secret médical qui est tenu par l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent. Oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a encore des gens qui ne viennent pas vous voir parce que on a honte d'aller voir un psychiatre? Est-ce qu'effectivement, il y a encore ça dans la mentalité des gens? Est-ce que la plupart des gens que vous voyez pour la première fois, est-ce qu'ils vous le disent, voilà, j'ai honte de venir vous voir? Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Oui. Il y en a qui viennent et ils franchissent la porte. C'est déjà le bout du monde, quoi. Ça a été des mois de réflexion en disant j'y vais pas, et voir un psychiatre pourquoi, mais ça veut dire que je suis fou, mais il va vouloir m'hospitaliser, mais il va me donner des traitements, mais il va me manipuler, il va me retourner le cerveau. Enfin, c'est à peu près tout ça. Il y a cette connotation-là, vous avez raison. Psychiatre, folie. On vient voir un psychiatre, on est forcément fou. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. On peut venir voir un psychiatre, comme vous l'avez expliqué, parce qu'il y a un moment donné de notre vie où on en a besoin, on va plus ou moins bien, et voilà. Mais il y a encore cette association-là, où quand on va voir un psychiatre, forcément, c'est qu'on est fou, alors que pas du tout. Alors justement, vous avez entamé un travail là-dessus, en tout cas une volonté de vouloir faire peut-être un peu bouger les choses, de vouloir un petit peu rendre public et le fait d'aller voir un psychiatre, en tout cas les différentes causes pour lesquelles on peut venir vous voir, etc., à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est pas banal aujourd'hui. On voit plutôt sur les réseaux sociaux des influenceuses qui nous montrent des gros yachts, des belles vacances. Vous avez plutôt envie aujourd'hui de montrer aux gens les différents cas, les différentes raisons, déstigmatiser effectivement cette image-là du psychiatre. Alors comment ça vous est venu cette idée-là? Ça m'est venu en 2020, mais ça faisait déjà plusieurs temps que ça me trottait. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, c'est la transmission.
transmission d'informations, transmission de savoir, d'explications, tout ça. J'ai hésité avec une carrière de prof aussi. Donc rien n'empêche d'être psychiatre et d'être professeur, après d'enseigner. Mais j'enseigne, ça tombe bien, j'enseigne dans l'école d'infirmière et auprès des étudiants en médecine. D'accord. Et en fait, ça m'intéressait aussi d'aller plus loin. Et les réseaux sociaux, d'aller aussi rencontrer les gens où ils sont. Et il y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des indispensables aujourd'hui en termes je dirais, de fenêtre de rencontre. Alors, comment on fait pour parler d'un sujet aussi complexe qu'est la psychiatrie, qui est votre métier, sans effectivement trop simplifier et en donnant un petit peu... comment on fait pour parler de ce sujet-là? Comment vous abordez les choses? Quel angle vous prenez pour parler à votre communauté? Alors, l'objectif, c'est de donner quelque chose qui soit utile à la communauté, c'est-à-dire quelque chose qui peut... L'idée, c'est transmettre une information qui peut-être pour aider quelqu'un en face, qui peut l'amener à avancer. Donc, c'est quelque chose d'information utile. Il faut que ça soit quelque chose d'assez précis, qui n'ait pas de jargon. Ça, c'est hyper important. C'est ça, c'est-à-dire choisir ses mots, choisir ses mots, ouais. Trop complexifier les choses parce que ça peut faire peur plus aussi. Exactement, il faut décomplexifier. Décomplexifier. Ouais, c'est même le mécanisme inverse. C'est-à-dire de pouvoir amener, il faut que ce que j'écris, produis, dis soit compréhensible par quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Une personne lambda. Voilà, c'est ça. Commun des mortels. Voilà, exactement. Donc ça sur différents formats, mais toujours avec l'objectif, ça doit pouvoir être lu par n'importe qui. Ouais. Vous avez déjà eu un petit peu des surprises dans votre communauté, des réactions un petit peu atypiques, des messages? Ah ouais. Après, ce qui est sympa, c'est que il y a des retours aussi, surtout de personnes qui vont dire voilà, vous avez écrit telle chose, ça m'a aidé à franchir le pas, aider un proche, etc. Je pense notamment à un tweet que j'avais fait il y a 2 mois sur comment les questions qu'on peut avoir quand on commence un traitement antidépresseur. Et puis j'ai reçu le lendemain de la publication de ce fil un papa qui m'envoie un message privé et qui me dit dedans, voilà, il se trouve que j'accueille à la maison le compagnon de ma fille qui est en pleine dépression. Son médecin lui avait prescrit un antidépresseur le vendredi et il ne voulait pas le prendre parce qu'il avait plein de questions, de peur, etc. Il a vu mon fil passer, il a été lire mon fil et il a commencé son traitement derrière. Et de ce fait-là, pour vous, tout est gagné. C'est banco, voilà. Et j'ai souvent ce type de retour en fait. Et je me dis, si ça suffit, ça a permis à une personne, que ce soit en termes d'aidants, de proches, de personnes concernées, de pouvoir soit comprendre, soit déculpabiliser, soit sentir moins seul. C'est gagné, en fait. Sans rentrer dans l'aspect trop technique, mais moi, c'est une question que je me pose à titre personnel. Comment un médicament, une petite pilule qu'on prend, peut changer nos humeurs, peut nous aider à aller mieux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament? C'est pas sorti. Ça joue sur... Parce que c'est là, on peut avoir des pensées noires, on peut être au bout du bout. Alors, on ne va pas dire que le médicament va faire tout le travail. Non, clairement non. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce médicament? Après, tout dépend du médicament, mais si on prend l'action antidépressive, par exemple, je vais être assez schématique de manière globale, l'idée de l'antidépresseur, c'est de pouvoir redonner de l'énergie, en fait. Ce n'est pas forcément d'améliorer l'humeur, on ne voit pas la vie en rose en prenant des antidépresseurs, clairement. C'est quelque chose souvent qu'on va donner quand les gens ils sont tellement mal, tellement figés, que la réflexion elle n'avance pas. Et l'idée du traitement, c'est de pouvoir remettre en route pour pouvoir avancer à nouveau. Il faut bien comprendre cet aspect-là, de pouvoir redonner cette énergie, en tout cas pour l'antidépresseur. L'anxiolytique, le tranquillisant, c'est pour baisser le niveau d'anxiété, parce que quand c'est trop fort, ça sidère complètement, puis déminer un cran. Et donc c'est des molécules, c'est ça, qui agissent sur le cerveau, qui viennent réguler un petit peu... je ne sais pas, l'endorphine, des choses comme ça. Alors, notamment la sérotonine, la noradrénaline. Je ne vais pas vous faire un cours de pharmaco. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement de pouvoir rééquilibrer certaines zones cérébrales. Mais c'est toujours pareil, c'est aussi à pondérer en fonction de la situation de la personne. Et puis aussi, est-ce que ça a un intérêt de le faire? Parce que, attention, les psychotropes, comme dit, ça a une action sur le psychisme au niveau cérébral. Est-ce qu'il y a un bénéfice vraiment à le faire? Il y a une perte de foi, on dit pas forcément. Introduire un antidépresseur n'a pas forcément un bénéfice en plus par rapport au risque. Quand je dis risque, c'est pour tout médicament en fait. Et est-ce qu'un médicament, ça peut changer la personnalité de quelqu'un? Non.
Ah c'est non, une idée non, non, reçue. non. Ouais, on peut. Non, non, ça change pas les croyances, ça change pas la personnalité, ça change pas sa manière d'être. Non. Alors une question que je voulais vous poser aussi, qui, euh, qui à mon sens a beaucoup d'intérêt, c'est est-ce que vous avez vu un vrai changement dans la société avant le Covid et après le Covid? Ouais. Est-ce que pour le coup, tout ce qu'on a vu à la télé de dire les jeunes sont en dépression, le monde va mal, depuis le Covid tout le monde est angoissé, est-ce que pour le coup, vous l'avez vraiment ressenti? Je dirais que c'est le regard qui a changé. Parce que avant le Covid, donc je suis psychiatre depuis 2004, diplômé en 2008, il y avait déjà des dépressions, il y avait déjà des troubles anxieux, il y avait déjà des difficultés chez les Oui, jeunes. c'est pas arrivé du jour au C'est lendemain. pas, voilà, c'est des Hmm. choses qui existaient déjà. Je dirais ce qui a changé avec le Covid, c'est peut-être un regard moins décomplexé sur la souffrance psychique, c'est-à-dire d'aller interroger peut-être plus facilement sur la question du mal-être de manière générale, qui était peut-être moins spontané avant. Ça a changé. Je dirais avec l'aspect positif, c'est de pouvoir en parler plus facilement, mais je dirais aussi avec ses aspects négatifs, c'est-à-dire d'une tendance toujours prudente à pas tout psychiatriser, c'est-à-dire que les symptômes de dépression, c'est C'est pas pas une parce qu'on va mal dépression. qu'on est en dépression, quoi. Ah Faut bah pas faire ce oui, raccourci-là. ah bah oui, parce que Hmm. souvent vous avez, attention, vous avez un quart des jeunes Hmm. qui sont déprimés. Comment est-ce qu'on recueille ces informations-là? Bah, en fait, on fait passer des questionnaires Un panel à un de panel gens. de gens et on va leur demander bah, est-ce que vous avez mal dormi ces 3 derniers jours? Est-ce qu'il y a un jour où vous avez moins mangé? Est-ce Oui, qu'un jour vous avez de l'anxiété? Bah, si vous cochez oui, et bah, ça rentre dans la case. Donc il y d'accord. a aussi une pondération à avoir par rapport à ça. Et vous avez vu à travers vos patients qu'effectivement, après le Covid, il y a eu un nombre de gens qui sont venus vous consulter de manière plus forte par rapport à des troubles anxieux, des troubles dépressifs, Après le Covid, on a vu beaucoup de personnes qui étaient porteurs d'une vulnérabilité et qui s'est développé à ce qui moment-là. a été C'est révélée. décuplé. Ouais, notamment des problématiques anxieuses, des troubles des conduites alimentaires. Le confinement a aussi un impact d'un point de vue de la santé mentale et on a eu plein de personnes qui se sont trouvées relativement isolées pendant plusieurs mois. Je pense notamment aux cours que je donnais en 2020-2021. Les étudiants 2020-2021, moi je les connaissais juste par leur adresse mail. Oui, c'est ça, vous les avez Donc jamais. Ouais. c'était des cours Ouais. en visio avec des étudiants qui étaient dans leur chambre universitaire 10 mètres carrés dont ils ne sortaient pas. Ça peut avoir des impacts quand même. Bien sûr. Et effectivement, on a vu par la suite des personnes qui vont développer des troubles sur une vulnérabilité initiale où le terreau était présent et les conditions fait que ça s'est développé. Alors, non, justement, ça s'embraye sur ma question suivante. Est-ce qu'on peut devenir schizophrène? Est-ce qu'on peut ne rien avoir et du jour au lendemain développer une schizophrénie? Ou est-ce qu'on a déjà quelque chose en nous, un terrain favorable, Ouais, un gène, je ne sais pas comment on appelle ouais. ça, qui fait qu'effectivement il va se développer à travers, on le sait, la consommation de cannabis, à travers la consommation excessive d'alcool, des choses comme ça? Ou est-ce que finalement, moi demain, je peux devenir schizophrène? Je ne le souhaite pas. Moi non plus, moi non plus. Non, il faut être porteur d'une vulnérabilité à la Voilà, base. donc il faut C'est-à-dire avoir une vulnérabilité qui fait qu'à un moment donné, vous allez accumuler un certain nombre de ce qu'on appelle des facteurs de stress qui, accumulés, font que ça va mettre le feu aux poudres. Et par exemple, ça peut être une consommation de cannabis, plus particulièrement le THC, je précise. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que le cannabis amène la schizophrénie, mais Non, elle mais peut déclencher, voilà, c'est ça. ça, au même titre que les traumas, au même titre que l'exposition à la violence, que le harcèlement aussi. Sur des terrains de prédisposition, ça peut déclencher ça. D'accord. Alors vous qui êtes dans l'hôpital public, la grande question c'est est-ce que vous avez les moyens d'exercer pleinement votre profession? On entend aujourd'hui qu'effectivement les moyens sont quand même très limités, même si on a un système qui fait qu'aujourd'hui quand on vient voir normalement un praticien on est remboursé. Est-ce que vous considérez que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir exercer pleinement votre profession? Il y a deux choses dans cette question. Il y a effectivement la question des moyens humains les moyens humains en eux-mêmes, où effectivement, je pense qu'on n'est pas assez, nombreux pour pouvoir accueillir comme il se doit, notamment les personnes atteintes de troubles psychiques sévères qui nécessitent un accompagnement important. Et deuxièmement, il y a aussi la qualité de la manière dont on accompagne, parce que vous aurez compris, un ensemble de techniques, aussi une modalité d'accueil des gens, de pouvoir aussi faire évoluer
la question des droits des patients, la modalité d'accueil, etc., qui nécessitent à la fois plus de personnes et plus de savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est une spécialité qui suscite toujours autant de vocations ou malheureusement C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, hein, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué alors que c'est une discipline qui à la fois réunit la médecine, mais à la fois des éléments de sociologie, de psychologie, de philosophie même, de droit. Ça va aller questionner un ensemble de points de sciences humaines de manière générale. Quand on fait psychiatrie, on ne peut pas se limiter juste au centre de la médecine. C'est un des aspects parmi tant d'autres. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour restimuler un petit peu tout ça et faire que les jeunes étudiants en médecine aient une plus forte volonté de vouloir déjà en parler comme on fait là, donc regardez déjà l'épisode. et puis surtout, voilà, c'est une spécialité, on aide les gens et les gens nous le rendent bien quand même. Il y a un retour sur investissement extrêmement satisfaisant. Ce n'est pas toujours facile hein, parce qu'on est confronté des maladies qui entraînent beaucoup de souffrance, problématiques de suicide, etc. Pour autant, quand on voit des gens qui se rétablissent, qui construisent leur vie, m'avait sauvé la vie, c'est génial. C'est génial. Alors justement, vous le disiez très bien, ça ne doit pas être facile tout le temps et c'est l'objet de ma question. C'est quand vous rentrez le soir chez vous et que vous avez entendu parfois les pires horreurs, vous avez entendu des histoires extrêmement compliquées, quand vous avez côtoyé, en tout cas entendu des choses vraiment difficiles, comment vous faites pour mettre cette barrière-là, qui est sans doute nécessaire, et en même temps vous restez humain, donc vous avez des sentiments, vous avez, vous ressentez les choses aussi, donc comment on fait pour ne pas se laisser embarquer par tout ça, ne pas rentrer chez soi le soir et pour le coup être déprimé? On se déconnecte, une bonne partie de jeux vidéo, c'est bien. Par exemple, ça fonctionne très bien. Vous arrivez à rentrer chez vous le soir, à dîner avec femme et enfants et ne plus repenser à ce que vous avez entendu la journée? Ouais, ça va. Ça va. Ça s'acquiert au fil du temps. Au début, peut-être pas. Évidemment, il y a des situations plus compliquées que d'autres, mais de manière générale, oui, heureusement, il y a cette possibilité de couper et de pouvoir. Vous faites comment? Vous n'y pensez pas? Vous mettez une distance, la page, on verra demain. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, on parlait des réseaux sociaux aussi, dans le bon sens du terme tout à l'heure, parce que c'était plutôt sur le fait de parler de tout ça et de vouloir faire connaître ça, mais il y a aussi des dangers. Le danger aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est un petit peu l'autodiagnostic, c'est je vais aller regarder ce que j'ai. Je l'ai fait aussi, hein, premier réflexe, qu'est-ce que j'ai? On va sur Internet et on trouve tout de suite qu'on a un cancer phase terminale et que c'est la fin. Et alors ça donnait quoi pour vous? Je suis encore en vie, mais je suis comment on dit, hypochondriaque. Voilà. Donc c'est sûr que pour le coup, effectivement, l'hypochondriaque a souvent tendance à aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est là un petit peu aussi la limite de tout ça? Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tomber sur des gens comme vous très bien, qui sont médecins, etc., mais on peut aussi tomber sur des gens qui ne sont pas médecins, qui disent des choses complètement abracadabrantesques. Donc comment faire à ce moment-là? C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on parlait effectivement le réseau social comme étant tout à l'heure une fenêtre d'interaction directe avec les gens. Mais il y a aussi tout l'aspect qui est noyé dans un ensemble de contenus avec de qualités extrêmement diverses, avec une modération somme toute discutable, on va dire ça comme ça. Vous trouvez qu'aujourd'hui les médias et tout ça, ils traitent correctement ça dépend, ces sujets, ça dépend des médias. Et puis si vous prenez même un réseau social comme TikTok, n'importe qui peut produire n'importe quelle vidéo et publier à peu près n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et il suffit que vous ayez des trends autour du TDAH, c'est déjà arrivé, et vous avez un ensemble de ça vous arrive, vous, des fois, de tomber sur des vidéos à vous dire mais c'est pas possible, c'est presque grave de dire ça, tellement c'est faux et que ça n'a aucun sens. Bon, ça c'est assez régulier, comme sur les traitements, il y avait en fin d'année dernière, il y avait une trend sur le Séroplex, qui est un antidépresseur, et donc avec des influenceuses qui expliquaient à quel point leur antidépresseur était rentré dans leur routine beauté, en posant avec. Il y a même des influenceuses qui posaient avec leur cocktail, leur antidépresseur, quoi. Enfin, c'est... Ah oui, donc là, je me mets à votre place, quand vous tombez là-dessus, vous devez être choqué. Un petit peu quand même, oui. Est-ce que vous pensez, alors, question est bête parce que je connais votre réponse, mais est-ce qu'aujourd'hui la psychiatrie peut vraiment guérir? Alors, guérir, ce serait un bien grand mot, mais au moins elle peut rétablir. Je m'explique. Le but de la psychiatrie, quand on intervient, c'est d'aider les gens à faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible. Malheureusement, des fois, il faut faire avec la maladie. Mais on voit aussi plein de gens qui vont évoluer et qui apprennent à être heureux alors qu'ils ont un trouble psychique. Donc et vous, ça, c'est génial. votre rôle, c'est ça. C'est-à-dire que
c'est pas forcément de guérir, c'est pas non plus de rétablir, c'est d'aider C'est à vivre rétablir, avec. à vivre avec. C'est vraiment ça, l'idée des rétablissements, c'est d'apprendre à vivre bien avec la présence ou pas d'un trouble. Parce qu'on peut aussi pas souffrir de troubles psychiques et être extrêmement malheureux. On peut avoir de très mauvaise santé mentale sans être atteint de troubles psychiques. L'inverse, c'est vrai aussi. Et vous avez déjà vu dans votre carrière des gens qui sont venus vous voir pour dépression et qui en sont sortis. Oui. Ça, pour le coup, on peut en guérir. Oui, on peut en guérir. En tout cas, on est en rémission. Parce que quand on a une dépression simple, c'est un peu comme une fracture, c'est-à-dire que vous avez une zone de fragilité qui fait qu'on peut développer malheureusement plus facilement de dépression par la suite. Mais pour autant, oui, on peut se rétablir. On peut tout à fait être une rémission de dépression. Oui. Et aujourd'hui, par exemple, si on veut venir vous voir, il y a un délai d'attente qui est long, parce que c'est vrai que pour le coup, nombre de gens qu'on entend dire, effectivement, j'ai voulu appeler, mais il y avait 6 mois d'attente, sauf que parfois, le besoin est presque... on en a besoin tout de suite, en tout cas rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, aller voir un psychiatre, on met combien de temps pour aller voir un psychiatre? Ça dépend, effectivement, ça dépend où vous habitez, ça dépend des ressources disponibles. Voir un psychiatre, c'est quand même compliqué. Même sur une ville, sur Nancy, on a quand même pas mal de psychiatres et publics et libéraux quand même. On est plutôt bien pourvu par rapport à ça. Je dirais que le piège, c'est de dire à un moment donné, j'ai un souci psy, il faut que j'aille voir un psychiatre. En fait, vous avez aussi d'autres. Vous avez des psychologues. Dans les structures comme les centres médico-psychologiques, vous avez aussi des infirmiers formés. Vous avez des équipes pluridisciplinaires. Je dirais que quand vous allez en centre médico-psychologique, vous pouvez avoir un rendez-vous dans le mois qui vient, pas forcément avec un psychiatre, mais au moins avec un professionnel de santé mentale qui peut déjà être une réponse, il peut déjà aider. Alors la différence, vous le disiez, est-ce que vous pouvez expliquer, au-delà du fait qu'il y en a un qui est médecin et pas médecin, la différence entre un psychologue et un psychiatre? Pas les mêmes études, faculté de psychologie pour les psychologues avec des masters et qui sont formés à la compréhension du psychisme humain et au traitement. Et il y a peut-être une notion aussi de remboursement, c'est peut-être pas les mêmes. Oui, effectivement. Alors, d'un point de vue de remboursement, les médecins, on a remboursé à hauteur de la sécurité sociale, notamment secteur 1, secteur 2, il y a des dépassements. Une consultation avec un psychiatre aujourd'hui, c'est à peu près combien? C'est une quarantaine d'euros. Alors, j'ai plus le chiffre en tête exactement. En tout cas, remboursé secteur 1, mais après, vous avez plus ou moins de dépassements en fonction du praticien. Par contre, pour les psychologues, excepté le dispositif Mon Psy qui avait été lancé il y a 2 ans, les consultations psychologues ne sont pas remboursées. Ça peut être aussi un frein important, c'est l'aspect budgétaire aussi que ça représente de pouvoir faire un suivi psychologique. Pour revenir sur la question précédente, sur l'autodiagnostic, on le disait, ça peut être dangereux. Ça peut être aussi une porte d'entrée, peut-être vers aussi une volonté de vouloir aller voir quelqu'un? Oui. L'autodiagnostic, l'important, c'est que ça puisse amener à se questionner sur le problématique qu'on a. Ça peut être aussi essayer de comprendre. Je veux dire, ça part généralement toujours d'une démarche de compréhension de soi que je trouve plutôt saine. Après, le piège, c'est pas se limiter. Voilà, j'ai décrété que j'avais telle chose, telle chose. Il faut pouvoir le confirmer avec une personne externe formée et pas se limiter. C'est une porte d'entrée en fait, et surtout pas une finalité en soi. D'accord. On le disait tout à l'heure, vous rentrez chez vous le soir et vous arrêtez penser psychiatrie. Est-ce que, à travers les moyens que vous avez, à travers les études que vous avez faites, vous n'êtes pas tout le temps dans l'analyse, Est-ce que parfois, je ne sais pas, vous êtes avec des amis, vous dites « Oh, lui, il présente des signes… Non. Vous coupez, vous mettez en mode off. Voilà. Ah non, des fois on me pose la question, on dit « Ah, t'es en train d'arrêter ?» Non, vraiment, 1, j'ai pas le temps, 2, j'ai pas envie. Et 3, je suis pas dans les conditions, donc non, c'est pas possible. Si vous aviez un mot, docteur, avant de conclure cet entretien qui était très intéressant, si vous aviez un mot à dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs face caméra, pour le coup, qui hésitent, qui ont peur, qui sont réticents au fait d'aller voir un psychiatre, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Non pas pour les persuader, mais enfin pour les informer, voilà, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Quelque chose qu'on essaie de faire lorsqu'on est psychiatre, c'est, je vais reprendre les mots de mon premier chef de service, il fallait rendre les psychiatres fréquentables. Alors au départ, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire d'être fréquentable, parce qu'on avait toujours plein de patients qui arrivaient. Et en fait, fréquentable, c'est pouvoir faire en sorte de pouvoir être suffisamment de confiance pour que les gens viennent nous voir, pour pouvoir à la fois parler de leurs difficultés intimes et qu'on puisse vraiment les aider. Donc, on est là, on est humain avec aussi nos faiblesses et
Et je crois que la plupart, en tout cas des gens qui travaillent dans ce métier-là, c'est avec la volonté profonde d'aider le prochain pour pouvoir avancer. Et la plus belle des récompenses pour ma part, quand quelqu'un a avancé, c'est qu'il n'ait plus besoin de mes services. Donc, c'est pouvoir accompagner quelqu'un le temps qu'il faut, avec les techniques que j'ai et ce que je peux faire, et je dirais accompagner sur le petit bout sur le chemin de rétablissement pour qu'il puisse continuer sa route. Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On a tous besoin, on peut avoir besoin d'aller voir un psychiatre. Il n'y a pas de honte à ça. Regardez, vous avez parlé pour un psychiatre pendant une demi-heure, il ne s'est rien passé. Et ben voilà, je me sens très bien. Et je vous rassure, vous êtes très fréquentable. Merci. Donc tout va bien. Merci beaucoup à vous, docteur, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu parler de ce sujet qui est ô combien important, parfois un petit peu mal compris, parfois un petit peu flou, parfois on a peur. Donc j'espère qu'à travers ce podcast, eh ben, vous aurez un petit peu plus de réponses ou que vous pourrez franchir la porte si vous avez besoin d'aller voir un psychiatre. Vous avez vu. Ils sont très gentils et ils sont là pour nous aider, pour nous guérir. Comme à notre habitude, on finit notre interview en musique. Simplement, rappelez-nous quand même le nom de votre page. On vous trouve sous le... Alors, c'est psy-du-bas Masson David sur les réseaux sociaux. Et vous êtes sur Instagram, TikTok. On mettra de toute façon le lien dans le... LinkedIn. Bon, X en ce moment, on n'en parle pas trop parce que vous êtes fait pirater, ça vous énerve beaucoup. Un petit peu, oui. Donc, attendez qu'il retrouve son compte parce que là, je sais que c'est un sujet d'énervement en ce moment. Même le psy peut s'énerver. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et on finit donc cette interview en musique, hein, comme on en a l'habitude. Alors, pour le coup, Under the Bridge, Red Hot Chili Pepper. On va finir là-dessus. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et à très bientôt, cher docteur. Merci beaucoup.